Au cœur du luxe d'un empire sur le point de s'étendre, une fillette invisible porte la vérité entre ses mains. Avec le courage hérité de générations, elle brise le silence et révèle une trahison écrite en japonais. À cet instant, l'honneur et le courage triomphent de l'arrogance, et tout commence à s'effondrer. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un j'aime, cela aide énormément notre travail, et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le soleil d'octobre dorait les vitres du plus imposant immeuble, du boulevard Haussmann, lorsque Lucie Laurent ajusta pour la 5e fois l'uniforme bleu marine qu'elle portait les jours de travail spéciaux. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle vérifiait si son badge d'identification était bien accroché à la poche de son chemisier. Ce n'était pas un jour ordinaire. Son patron lui avait promis une prime généreuse si elle parvenait à terminer le service en cet après-midi de samedi. Et Lucie savait que cet argent supplémentaire ferait la différence entre réussir à payer les factures en retard ou affronter un autre mois de difficultés. À côté d'elle, assise sur le banc en cuir beige du hall d'entrée, Akemi balançait ses courtes jambes qui n'atteignaient pas encore le sol. À 12 ans, la fillette portait dans ses yeux en amande la sérénité de celle qui avait appris tôt à observer le monde en silence. Son sac à dos d'écolière délavé contrastait avec le luxe environnant, mais elle ne semblait pas s'en soucier. À l'intérieur du sac, soigneusement enveloppé dans un tissu propre, se trouvait son trésor le plus précieux, un livre de contes folkloriques japonais qui avait appartenu à son grand-père Hiroshi. Le vieux Hiroshi Laurent était arrivé en France dans les années 40, après que la guerre eut changé à jamais le cours de sa vie. Il s'était marié à une Française, avait fondé une famille humble mais digne, et avait consacré les dernières années de sa vie à enseigner à sa petite fille unique les valeurs qu'il portait dans son cœur. Honneur, respect, courage de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Des mots qui résonnaient dans l'esprit d'Akemi chaque fois que le monde semblait trop compliqué pour une fille de son âge. Ce samedi-là, le monde semblait particulièrement compliqué. Lucie avait dû l'amener parce que la voisine qui s'occupait normalement d'Akemi les week-ends était tombée malade soudainement. Il n'y avait pas d'autre option. L'argent de ce service supplémentaire était trop urgent pour être refusé. Et Akemi était une enfant tranquille, qui savait rester calme et ne pas déranger lorsque c'était nécessaire. L'ascenseur en verre, trempé, monta les 40 étages comme une bulle dorée, emportant mère et fille vers le dernier étage, où Renaud Monnier avait bâti son empire personnel. L'appartement terrasse occupait tout l'étage, avec une vue panoramique sur la ville qui s'étendait à perte de vue. C'est là que le magnate de l'immobilier recevait ses invités les plus importants, entourés d'œuvres d'art qui valaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie entière. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Akemi tint discrètement la main de sa mère. L'environnement qui se dévoila devant elle était d'un luxe presque suffocant. Des tapis persans couvraient le sol en marbre importé. Des tableaux d'artistes célèbres ornèrent les murs. Des cristaux de bohème brillaient sur des meubles en bois noble. Tout ici criait la richesse et le pouvoir, comme si chaque objet avait été choisi non pour sa beauté, mais pour le prix qui pourrait impressionner les visiteurs. Renaud Monnier se tenait au centre du salon, ajustant sa cravate italienne tout en vérifiant les derniers détails de la présentation qu'il ferait bientôt. Grand, les cheveux grisonnants impeccablement coiffés et vêtu d'un costume qui coûtait plus que le salaire annuel de Lucie, il dégageait la confiance arrogante de celui qui n'avait jamais essuyé de refus dans la vie. Ses yeux glacials parcoururent rapidement la silhouette de l'employé de maison et se fixèrent un instant sur la fillette à ses côtés. Son épouse, Valentina, émergea de la chambre comme une apparition élégante et froide. Chaque détail de son apparence avait été méticuleusement planifié. La robe de créateur, les bijoux discrets mais hors de prix, le parfum importé qui laissait un sillage dans l'air. Valentina avait appris depuis longtemps qu'être l'épouse d'un homme puissant signifiait jouer un rôle, et elle jouait ce rôle avec la précision d'une actrice chevronnée. De l'étage supérieur descendit Bernard, le fils unique du couple. À 17 ans, le jeune homme portait déjà dans le regard la même froideur calculatrice que son père, tempérée par la cruauté désinvolte de celui qui n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Ses baskets coûtaient plus que le loyer de la maison où Akemi vivait avec sa mère,
Mais pour lui, ce n'était qu'un article jetable de plus dans sa collection infinie d'objets chers. Lucie fit une petite révérence respectueuse et se dirigea vers la cuisine pour commencer les préparatifs. Akemi la suivit, essayant de se rendre invisible parmi les adultes qui conversaient à voix basse sur des affaires qu'elle ne comprenait pas. Elle s'installa dans un coin du salon, près d'une bibliothèque remplie de livres qui n'avaient probablement jamais été ouverts, et sortit discrètement de son sac à dos son livre de contes japonais. Les pages jaunies racontèrent des histoires de courageux samouraïs et d'humbles paysans qui affrontaient des dragons et des démons avec pour seule arme leur honneur. Akemi lisait en japonais avec la fluidité que son grand-père lui avait enseignée, mot pour mot, portant dans son esprit la voix affectueuse du vieil Hiroshi répétant que chaque kanji gravé là représentait des siècles de sagesse ancestrale. L'interphone annonça l'arrivée des invités spéciaux. Renaud ajusta sa veste et se dirigea vers l'ascenseur privé, tandis que Valentina apportait les dernières retouches à l'arrangement floral hors de prix qui décorait la table centrale. Bernard se jeta paresseusement dans un fauteuil en cuir, pianotant sur son téléphone avec l'air ennuyé de celui qui avait déjà vu ce théâtre de nombreuses fois. Lorsque les portes s'ouvrirent de nouveau, 3 hommes élégamment vêtus entrèrent dans l'appartement terrasse. En tête, un Japonais d'âge mûr, aux cheveux parfaitement coupés et à la posture impeccable, qui se présenta comme Monsieur Tanaka. Ses accompagnateurs étaient des avocats et des conseillers financiers, tous portant des mallettes en cuir qui contenaient des documents capables de déplacer des montagnes d'argent avec quelques signatures bien placées. Renaud accueillit les visiteurs avec l'hospitalité calculée d'un prédateur expérimenté. Des poignées de main fermes, des sourires qui n'atteignaient pas les yeux, des mots soigneusement choisis pour transmettre confiance et solidité. Valentina joua son rôle d'hôtesse parfaite, offrant des boissons dans des verres en cristal qui reflétaient la lumière dorée de la fin d'après-midi parisienne. La conversation initiale se déroula en anglais, ponctuée de rires professionnels et de commentaires sur la vue spectaculaire de la ville. Monsieur Tanaka observait tout avec l'attention silencieuse de celui qui avait appris à lire les gens à travers des décennies de négociations internationales. Ses yeux discrets mais attentifs captaient chaque détail de l'environnement et du comportement de ses hôtes. Lucie circulait dans la pièce avec l'efficacité silencieuse de celle qui avait perfectionné l'art de servir sans être remarquée. Elle offrait des amuse-gueules, ramassait les verres vides, maintenait tout impeccable sans jamais interrompre les conversations importantes. Akemi restait dans son coin, partageant son attention entre son livre et l'observation discrète de ce monde étrange où les gens parlaient de millions comme s'il s'agissait de menue monnaie. Ce fut lorsque Lucie s'approcha de la table où se trouvaient les documents que le premier incident se produisit. Bernard, ennuyé par la formalité de la réunion, décida de s'amuser un peu. D'un mouvement apparemment désinvolte, il tendit la jambe exactement au moment où la femme passait, portant un plateau avec des coupes en cristal remplies de vin rouge. Le trébuchement fut inévitable. Lucie lutta pour garder l'équilibre, mais l'une des coupes lui échappa des mains, déversant son contenu sur le tapis persan qui valait plus que sa maison. Le silence qui s'ensuivit fut lourd comme du plomb. Toutes les têtes se tournèrent vers la scène, et Lucie sentit son visage brûler de honte, tandis qu'elle s'agenouillait rapidement pour tenter de nettoyer les dégâts. Renaud explosa d'une fureur contenue, ses mots sifflant entre ses dents serrées comme un venin concentré. Il humilia la femme devant les invités, parlant de responsabilité et de compétence comme si elle était une enfant maladroite. Bernard assistait à la scène avec un sourire malicieux, clairement satisfait du résultat de sa cruelle plaisanterie. Akemi sentit quelque chose bouillir dans sa poitrine en voyant sa mère traitée de cette façon. Ses mains se fermèrent en petits poings déterminés, et un instant, elle faillit se lever pour défendre Lucie. Mais les mots de son grand-père résonnèrent dans son esprit. La vraie force, Akemi, ne consiste pas à réagir avec colère, mais à choisir le bon moment pour agir avec sagesse. M. Tanaka observa tout avec un intérêt croissant. La froideur avec laquelle les hôtes traitèrent leur employé, la cruauté désinvolte du jeune homme, l'humiliation publique d'une femme qui faisait de toute évidence de son « mieux pour bien servir ». Ses yeux croisèrent brièvement ceux d'Akemi, et il y vit quelque chose qui l'intrigua. Non pas la soumission ou la peur, mais une dignité silencieuse qui contrastait de manière spectaculaire
avec l'arrogance qui dominait l'atmosphère. Après que Lucie eut nettoyé le tapis et se fut retirée dans la cuisine, visiblement ébranlée, la réunion d'affaires commença enfin. Renaud ouvrit sa présentation avec des diapositives colorées, montrant des projets pharaoniques, des chiffres impressionnants et des projections de bénéfices qui feraient saliver n'importe quel investisseur. Il parlait de son empire immobilier comme un général décrivant des conquêtes militaires, chaque projet une victoire personnelle sur la concurrence. Les documents furent disposés sur la table basse comme les cartes d'un jeu précieux, des contrats de plusieurs pages, tous soigneusement préparés en 2 versions, anglaise et japonaise, comme l'avait demandé l'investisseur. Renaud expliqua qu'il avait engagé les meilleurs traducteurs pour garantir qu'il n'y aurait aucun malentendu entre les parties. M. Tanaka feuilleta les documents avec la patience méticuleuse de celui qui avait appris que les démons se cachaient dans les détails. Ses avocats lui chuchotaient des commentaires techniques à l'oreille, pointant des clauses spécifiques et prenant des notes discrètes dans les marges. Akemi, toujours dans son coin, observait tout avec une fascination croissante. Ce n'était pas seulement une curiosité enfantine. Il y avait quelque chose dans cette réunion qui éveillait en elle un sentiment indéfinissable, comme si elle assistait à un moment important de l'histoire. Lorsque Renaud mentionna que les contrats étaient dans les 2 langues pour faciliter la compréhension, elle sentit une pointe d'intérêt. Le japonais que son grand-père lui avait enseigné avait rarement une application pratique dans sa vie quotidienne, mais là, il était utilisé dans des affaires de millions de dollars. L'après-midi avançait, et la tension dans la pièce augmentait proportionnellement aux chiffres qui étaient discutés. Un demi-milliard de dollars n'était pas seulement de l'argent. C'était un pouvoir suffisant pour changer des destins, construire des villes, influencer des gouvernements. Renaud le savait, et l'attente de la conclusion de l'affaire le rendait visiblement agité, malgré ses efforts pour garder son sang-froid. Valentina servait d'autres boissons, toujours avec le sourire étudié de celle qui avait transformé la cordialité en profession. Bernard continuait de s'ennuyer, mais il prêtait maintenant plus d'attention aux conversations, commençant peut-être à comprendre que son avenir de privilège dépendait du succès de ses négociations. Ce fut lorsque M. Tanaka demanda quelques minutes pour une analyse finale des documents qu'Akemi s'approcha de la table pour ramasser quelques verres vides, suivant les instructions chuchotées que sa mère lui avait données. C'était un mouvement routinier, presque mécanique, mais qui allait changer le cours de tout ce qui allait suivre. Ses yeux tombèrent par hasard sur la dernière page du contrat, où quelques lignes en japonais attendirent la signature finale. Et c'est à cet instant, lisant avec la fluidité que son grand-père lui avait offerte en cadeau, qu'Akemi découvrit que tout dans ce monde doré n'était pas ce qu'il semblait être. Le cœur d'Akemi s'accéléra tandis que ses yeux parcouraient pour la 2e fois les lignes en japonais sur la dernière page du contrat. Ce ne pouvait pas être vrai. Elle devait se tromper. Peut-être que sa compréhension de la langue n'était pas aussi bonne qu'elle l'imaginait. Mais non, les mots étaient trop clairs, trop précis pour être mal interprétés. Ce qui était écrit en japonais était complètement différent de ce qui figurait dans la version anglaise. La fillette regarda autour d'elle dans la salle luxueuse où les adultes continuaient leur conversation à voix basse et professionnelle. Monsieur Tanaka analysait attentivement quelques graphiques que Renaud avait préparés, ses doigts tambourinant doucement sur la table tandis qu'il faisait des calculs mentaux. Les avocats chuchotaient entre eux, pointant des clauses spécifiques et prenant des notes dans leurs agendas en cuir. Personne ne prêtait attention à la fillette de 12 ans qui tenait un verre vide dans ses mains tremblantes. Pour eux, elle n'était qu'une extension invisible de l'employé de maison, quelqu'un qui devait rester silencieuse et discrète jusqu'à ce qu'il soit temps de partir. Mais Akemi portait en elle quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. La voix de son grand-père Hiroshi, chuchotant dans son esprit les mots qu'il répétait toujours lorsque la vie présentait des choix difficiles. « Akemi-chan », disait le vieil homme en japonais, avec la patience infinie de celui qui avait appris que la véritable éducation ne venait pas des livres, mais de l'exemple quotidien. Quand tu sauras que quelque chose de mal se passe, tu n'auras que 2 choix, être complice par le silence ou avoir le courage de faire ce qui est juste. Le premier choix est plus facile, mais le second est celui qui définit qui tu es vraiment. La fillette respira profondément, sentant le poids de ces mots comme si son propre grand-père était là, à ses côtés.
Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire allait tout changer. Non seulement pour elle et sa mère, mais pour toutes les personnes dans cette pièce. Une partie de son esprit d'enfant lui criait de se taire, de laisser les adultes résoudre leurs problèmes compliqués. Mais une partie plus profonde, nourrie par les enseignements de génération, savait que le silence maintenant serait une trahison de tout ce qu'elle avait appris sur l'honneur et la justice. Lucie sortit de la cuisine en portant un nouveau plateau d'amuse-gueule, soucieuse de ne pas répéter l'incident précédent. Ses yeux montraient encore les traces de l'humiliation subie, mais elle gardait la dignité qu'aucune offense ne pouvait lui enlever. Lorsqu'elle passa près de sa fille, Akemi lui toucha doucement le bras, la faisant se pencher pour entendre un chuchotement presque inaudible. « Maman », dit Akemi en français, sa voix ferme malgré son âge, « je dois parler à ces gens. C'est très important. » Lucie regarda sa fille avec surprise et inquiétude. « Akemi, ma chérie, tu sais que nous ne pouvons pas les déranger. Ils sont dans une réunion très importante et... » « C'est exactement pour ça que je dois parler, » l'interrompit la fillette, ses yeux brillants d'une détermination qui rappelait étrangement l'expression qu'avait son grand-père lorsqu'il prenait des décisions difficiles. « Fais-moi confiance, maman. Papy Hiroshi m'a appris que parfois, il faut avoir du courage, même quand on a peur. » Avant que Lucie ne puisse répondre, Akemi fit un pas en avant, s'approchant de la table où les documents étaient étalés. Sa voix, claire et ferme malgré ses nerfs, coupa l'air de la pièce comme une épée aiguisée. « Excusez-moi, » dit-elle en français, faisant tourner toutes les têtes dans sa direction. « Je dois dire quelque chose de très important à propos de ces documents. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Renaud devint livide, ses yeux étincelants de colère de voir sa réunion interrompue par une enfant. Valentina laissa échapper un soupir exaspéré, clairement mortifié par le manque d'éducation de la fille de l'employé. Bernard rit doucement, comme s'il assistait à une comédie bas de gamme. « Quelle est cette absurdité ?» explosa Renaud, sa voix chargée d'indignation. « Lucie, maîtrisez votre fille immédiatement. C'est inacceptable. » Mais M. Tanaka leva la main dans un geste silencieux qui demandait le calme. Il y avait quelque chose dans la posture de la fillette, dans le sérieux de son expression, qui avait éveillé sa curiosité. En des décennies d'affaires internationales, il avait appris que les vérités les plus importantes venaient souvent des sources les plus inattendues. « Un moment, » dit-il en anglais, puis il s'adressa directement à Akemi. « Enfant, vous avez dit que vous deviez parler des documents. De quoi parlez-vous exactement ?» Akemi respira profondément, se rappelant les leçons de son grand-père sur le fait de garder son calme même dans des situations de pression. Quand elle répondit, ce fut dans un japonais parfait, sa prononciation impeccable faisant hausser les sourcils de surprise à M. Tanaka. « Monsieur Tanaka-san, » dit-elle avec une révérence respectueuse, « je sais lire le japonais, et j'ai remarqué qu'il y a une grande différence entre ce qui est écrit dans la version japonaise de ce contrat et ce qui est écrit dans la version anglaise. Je crois que vous devriez le savoir avant de signer. » La bombe avait explosé. Renaud devint blanc comme un linge, ses mains tremblant imperceptiblement, tandis qu'il tentait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Comment une enfant de 12 ans pouvait-elle connaître le japonais? Et, plus important encore, qu'avait-elle découvert exactement? M. Tanaka se pencha en avant, son intérêt maintenant complètement captivé. « Continuez, s'il vous plaît, » dit-il en japonais. « Expliquez exactement ce que vous avez trouvé. » Akemi se dirigea vers la table et pointa la clause spécifique qui avait attiré son attention. Dans la version anglaise, cette clause dit qu'en cas d'instabilité économique, les deux parties travailleront ensemble pour trouver des solutions. Mais dans la version japonaise, il est écrit que tous les actifs et le contrôle de l'entreprise de monsieur seront automatiquement transférés au groupe Monnier, sans compensation, s'il y a le moindre signe d'instabilité financière mondiale. L'impact de ces mots fut comme un tremblement de terre silencieux. M. Tanaka prit les documents et commença à les comparer ligne par ligne, son expression s'assombrissant à chaque découverte. Les avocats se regardèrent nerveusement, chuchotant des commentaires urgents en japonais. Renaud tenta de reprendre le contrôle de la situation, sa voix montant d'une octave alors qu'il niait toute irrégularité. « C'est absurde. Les documents ont été traduits par les meilleurs professionnels. Cet enfant ne comprend clairement pas ce qu'elle lit. » Mais M. Tanaka n'écoutait plus.
Il avait pris son téléphone et parlait rapidement en japonais avec quelqu'un, probablement un autre traducteur pour confirmer la découverte d'Akemi. Quand il raccrocha, son regard était froid comme de la glace lorsqu'il se fixa sur Renaud. C'est à ce moment que l'interprète engagé par Renaud, un homme d'âge mûr qui était resté silencieux pendant toute la réunion, commença à transpirer visiblement. Ses mains tremblaient, tandis qu'il feuilletait nerveusement quelques papiers, comme s'il cherchait une issue qui n'existait pas. « Monsieur Yamamoto », dit Monsieur Tanaka en français s'adressant à l'interprète, « pourriez-vous expliquer comment cette divergence est passée inaperçue dans votre traduction ?» L'homme déglutit, son visage un mélange de honte et de désespoir. Pendant de longues secondes, il parut lutter avec lui-même, jusqu'à ce que finalement les mots sortent dans une confession désespérée. « Je dois subvenir aux besoins de ma famille, » murmura-t-il, évitant de regarder quiconque dans les yeux. « Ma femme est malade, le traitement est cher, et ils m'ont offert beaucoup d'argent pour faire de petites modifications dans la traduction. Ils ont dit que ça ne ferait de mal à personne, que c'était juste une question d'interprétation juridique. » La confession de l'interprète fut le dernier clou dans le cercueil de la réputation de Renaud. Monsieur Tanaka se leva lentement, sa posture dégageant une dignité blessée qui était plus intimidante que n'importe quelle explosion de colère. « Dans ma culture, dit-il en anglais, chaque mot chargé d'un poids moral, l'honneur a plus de valeur que la vie. Ce que vous avez essayé de faire ici n'est pas seulement une fraude, c'est une violation de tout ce que mes ancêtres m'ont enseigné sur le respect et l'intégrité dans les affaires. » Renaud tenta une dernière manœuvre désespérée, parlant de malentendus et d'interprétations erronées, mais ces mots sonnaient creux même à ses propres oreilles. La supercherie avait été exposée par une enfant de 12 ans qui savait lire le japonais, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. C'est alors que M. Tanaka fit quelque chose d'inattendu. Il regarda directement Akemi et demanda en japonais « Enfant, quel est votre nom de famille complet ?»« Laurent », répondit-elle intriguée. Akemi Laurent. « Mon grand-père était Hiroshi Laurent. » L'effet de la réponse sur M. Tanaka fut électrique. Ses yeux s'écarquillèrent et il resta immobile pendant plusieurs secondes, comme s'il avait vu un fantôme. Lentement, avec des mains qui tremblèrent légèrement, il sortit son portefeuille de la poche intérieure de sa veste et en retira une photographie jaunie par le temps. « Mon Dieu !» murmura-t-il en japonais, puis il passa au français. « Vous avez dit Hiroshi Laurent? Votre grand-père a-t-il servi pendant la guerre ?» Akemi acquiesça, ne comprenant pas entièrement pourquoi cette question était importante, mais sentant que quelque chose de profond se passait. « Oui, monsieur, il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il disait toujours que la guerre lui avait appris que peu importe de quel côté on est, nous sommes tous humains. » Monsieur Tanaka montra la photographie à Akemi. C'était une image en noir et blanc de 2 jeunes soldats, un Japonais et un Français, enlacés devant une tente militaire. Tous 2 souriaient, malgré la saleté et la fatigue visibles sur leur visage. « Cet homme a sauvé la vie de mon grand-père, » dit M. Tanaka, sa voix étranglée par l'émotion. « C'était en 1944. Mon grand-père était blessé et perdu derrière les lignes ennemies. Hiroshi Laurent l'a trouvé, a soigné ses blessures, a partagé sa nourriture et son eau avec lui pendant 3 jours, jusqu'à l'arrivée des renforts. Sans cet homme, je ne serais pas ici aujourd'hui. » La pièce devint absolument silencieuse. Même Bernard avait cessé de pianoter sur son téléphone, comprenant que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Lucie couvrit sa bouche avec ses mains, des larmes montant à ses yeux en comprenant l'ampleur du moment. « Mon grand-père m'a raconté cette histoire 1000 fois, » continua monsieur Tanaka, touchant la photographie avec révérence. Il a dit que Hiroshi parlait d'une petite fille qui l'attendait, une fille qui serait élevée pour être forte et juste. Il était fier de l'avenir de cet enfant avant même qu'elle ne soit née. Akemi sentit un frisson parcourir son échine. C'était comme si son grand-père était là, reliant le passé et le présent par un courant invisible d'honneur et de gratitude. Tout prenait sens maintenant. Les enseignements constants sur le fait de faire ce qui est juste, l'insistance à apprendre le japonais, les histoires sur la guerre et la compassion. « Monsieur Tanaka, » dit-elle, sa voix petite mais ferme, « mon grand-père disait toujours que la bonté que nous faisons dans le monde nous revient de manière inattendue. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai compris ce qu'il voulait dire. » Le moment fut interrompu par la voix stridente de Renaud
qui tentait encore de sauver sa situation désespérée. Mais ces mots furent coupés par un geste sec de M. Tanaka, qui rangea soigneusement la photographie et se tourna pour faire face à l'homme qui avait tenté de le tromper. « Monsieur Monnier, dit-il, sa voix tranchante comme une lame, vous avez tenté de me voler en utilisant des documents falsifiés. Vous avez tenté d'utiliser ma confiance contre moi. Mais l'univers a un sens de la justice que vous ne comprenez manifestement pas. » Renaud tenta de protester, mais M. Tanaka leva la main, le réduisant définitivement au silence. « Non seulement j'annulerai cet accord, continua l'investisseur, mais je m'assurerai que toute la communauté financière internationale sache exactement quel genre d'homme vous êtes. Votre réputation, Monsieur Monnier, vient d'être détruite par l'honnêteté d'une enfant de 12 ans. L'empire que Renaud avait mis des décennies à construire commença à s'effondrer à cet instant précis. Chaque mot de M. Tanaka était comme un coup de marteau sur la structure de pouvoir et d'influence qu'il jugeait inébranlable. Valentina pâlit en comprenant les implications financières et sociales du scandale qui était sur le point d'éclater. Bernard, pour la première fois de sa vie, vit une peur authentique dans les yeux de son père. M. Tanaka se dirigea vers Akemi et s'inclina dans une révérence respectueuse, comme si elle était une personne de grande importance. « Jeune fille, vous venez de me faire le cadeau le plus précieux que l'on puisse recevoir. La chance d'honorer la mémoire d'un héros. Permettez-moi de vous rendre cette bonté. » Les moments suivants dans l'appartement terrasse de Renaud Monnier furent comme assister à l'effondrement d'un château de cartes au ralenti. M. Tanaka ne perdit pas de temps à passer ses appels, et en quelques minutes, le téléphone du magnate commença à sonner sans cesse. C'étaient des partenaires commerciaux, des investisseurs, des banques, tous voulant des éclaircissements sur des rumeurs qui commençaient déjà à circuler sur le marché financier. Renaud tentait désespérément de limiter les dégâts, sa voix devenant de plus en plus aiguë à chaque explication qu'il donnait. Mais le monde des grandes affaires était petit, et la nouvelle qu'il avait tenté d'escroquer l'un des investisseurs les plus respectés du marché asiatique se propageait comme une traînée de poudre. Valentina restait assise dans un fauteuil en cuir, son visage un masque de choc et d'incrédulité. En quelques minutes, elle avait vu son monde de privilèges et de statut social commencer à s'effondrer. Les amis du club, les événements caritatifs, la réputation soigneusement cultivée au fil des décennies, tout était menacé par l'honnêteté d'une fillette qu'elle n'avait même pas remarquée une demi-heure plus tôt. Bernard, pour la première fois de sa vie, eut un aperçu de ce que serait la vie sans la protection infinie de l'argent de son père. Ses yeux se déplaçaient nerveusement entre les adultes, comme s'il essayait de trouver quelqu'un qui pourrait lui garantir que sa vie de luxe resterait intacte. Mais la réalité était implacable. Il n'y avait aucun moyen de défaire ce qui venait d'être révélé. M. Tanaka termina ses appels et s'adressa à Akemi et Lucie avec un sérieux qui contrastait avec la gentillesse dans ses yeux. « Mesdames, dit-il dans un français soigné, j'aimerais beaucoup m'entretenir avec vous en privé. Serait-il possible de nous rencontrer dans un lieu plus approprié ?» Lucie regarda autour de la pièce, essayant encore de digérer tout ce qui s'était passé. En l'espace d'une demi-heure, sa fille était devenue le centre d'une crise financière internationale. Une partie d'elle voulait prendre Akemi par la main et s'enfuir de cet endroit, retourner à la sécurité de sa vie simple et prévisible. Mais une autre partie, la même qui avait épousé un homme qui rêvait d'être écrivain et qui avait élevé une fille pour qu'elle soit courageuse, savait que c'était un moment qui allait changer leur vie pour toujours. « Bien sûr, monsieur Tanaka, » répondit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait, « nous serons à votre disposition. » Pendant ce temps, Renaud tenta une dernière manœuvre désespérée. Il s'approcha de M. Tanaka avec un sourire forcé et parla de malentendus qui pourraient être résolus, d'interprétations juridiques qui généraient toujours des confusions. Mais ces mots sonnaient pathétiques, même à ses propres oreilles. « Monsieur Monnier, dit M. Tanaka, l'interrompant fermement, « dans ma culture, nous essayons de résoudre les conflits avec honneur et dignité. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui dépasse toute possibilité de réconciliation. Vous avez tenté de me voler en utilisant la confiance comme une arme. C'est impardonnable. » L'investisseur se tourna vers ses avocats et parla rapidement en japonais. Puis il s'adressa de nouveau à Renaud. « Mes conseillers juridiques préparent déjà une plainte formelle, qui sera présentée aux autorités françaises et internationales. De plus,
Un rapport détaillé sur votre conduite sera envoyé à toutes les principales institutions financières avec lesquelles nous travaillons. Renaud sentit le monde tourner autour de lui. Des décennies de travail, une réputation construite brique par brique, des relations politiques et sociales qui avaient mis toute une vie à se cultiver. Tout était en train d'être détruit en quelques minutes. Il tenta d'en appeler à la compréhension, parla de famille et de responsabilité. Mais M. Tanaka resta implacable. « Si vous aviez pensé à votre famille avant d'essayer de me tromper, dit l'investisseur, peut-être qu'elle ne serait pas confrontée à cette situation maintenant. » C'est alors que Valentina explosa. Toute la pression accumulée, tout le choc et l'humiliation se transformèrent en fureur, dirigée non pas contre les responsables directs du stratagème, mais contre la fillette qui avait osé révéler la vérité. « Espèce de gamine impertinente !» cria-t-elle, pointant un doigt accusateur vers Akemi. « Tu as détruit notre famille. Pour qui te prends-tu pour te mêler d'affaires que tu ne comprends pas ?» La réaction de Lucie fut instantanée et féroce. Elle se plaça de manière protectrice devant sa fille, ses yeux brillants d'une colère qu'elle se permettait rarement de laisser paraître. « N'osez pas parler comme ça à ma fille, » dit-elle, sa voix chargée d'années de dignité silencieuse transformée en force. « Akemi a fait ce que toute personne décente ferait. Elle a dit la vérité. Si cela a détruit votre famille, demandez-vous qui a réellement planté les graines de cette destruction. » M. Tanaka observa la scène avec un intérêt croissant. Il voyait en Lucie la même dignité qu'il avait reconnue chez sa fille, une noblesse de caractère qui ne dépendait ni de l'argent ni de la position sociale. C'étaient des femmes qui portaient en elles quelque chose que toute la richesse des Monnier n'avait pas réussi à acheter, une intégrité authentique. Bernard, voyant sa mère s'en prendre à une enfant, ressentit pour la première fois de sa vie une pointe de honte sincère. Non pas pour la situation financière qui se dessinait, mais pour la reconnaissance que lui et sa famille étaient devenus le genre de personnes qui s'attaquaient à une fillette pour avoir dit la vérité. « Assez !» dit M. Tanaka, sa voix tranchant à travers l'hystérie de Valentina comme une lame. « Cet enfant a eu plus de courage et d'honnêteté en 5 minutes que votre famille n'en a montré en des années. Elle mérite le respect, pas des attaques. » Valentina regarda autour de la pièce, cherchant un soutien qu'elle ne trouverait pas. Renaud était trop occupé à essayer de sauver les débris de ses affaires pour défendre sa femme. Bernard évitait son regard, honteux du comportement de sa mère. Même les employés de la maison observèrent la scène avec un mélange de surprise et de satisfaction silencieuse, voyant enfin leur patron arrogant faire face aux conséquences de leurs actes. M. Tanaka s'approcha de nouveau d'Akemi et Lucie. « Mesdames, ce serait un honneur pour moi si vous acceptiez mon invitation à dîner ce soir. J'ai une proposition à vous faire, une façon d'honorer la mémoire de Hiroshi Laurent et de reconnaître le courage exceptionnel dont je viens d'être témoin. » Lucie hésita un instant, traitant encore la rapidité surréaliste avec laquelle sa vie avait changé de cap. Quelques heures auparavant, elle était une employée de maison soucieuse de gagner un peu d'argent supplémentaire pour payer les factures. Maintenant, elle était invitée à dîner par l'un des hommes les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. « Ce serait un honneur, monsieur Tanaka, » répondit-elle finalement, son éducation naturelle l'emportant sur toute insécurité qu'elle pouvait ressentir. Alors qu'il se préparait à partir, Renaud fit une dernière tentative désespérée pour remédier à la situation. Il offrit de l'argent, promit des compensations par la doublie mutuelle et davantage pour toutes les personnes impliquées. Mais ses paroles tombaient dans le vide. La confiance, une fois brisée comme il l'avait fait, ne pouvait être restaurée avec des pots de vin ou des promesses creuses. L'ascenseur doré qui était monté en transportant une employée de maison et sa fille descendit maintenant avec 2 femmes qui étaient devenues les catalyseurs de la justice. Akemi tenait fermement la main de sa mère, traitant encore l'ampleur de ce qui s'était passé. Elle sentait le poids de la responsabilité, mais aussi une étrange sensation de paix. Elle avait fait ce dont son grand-père aurait été fier. Dans la voiture de M. Tanaka, une Mercedes silencieuse qui glissait dans les rues de Paris comme un murmure coûteux, la conversation se déroulait sur un ton bas et respectueux. L'investisseur raconta plus de détails sur l'amitié entre leur grand-père, sur la façon dont l'histoire de la bonté de Hiroshi était devenue une légende dans sa famille. « Mon grand-père avait l'habitude de dire
raconta M. Tanaka en observant la ville par la fenêtre, que Hiroshi Laurent était la preuve que l'humanité pouvait s'épanouir, même dans les moments les plus sombres de l'histoire. Il n'a pas seulement sauvé une vie, mais toute une lignée de descendants qui portent cette dette de gratitude. Lucie sentit des larmes lui monter aux yeux. Son père était mort quand elle était encore jeune, et pendant des années, elle s'était demandé si elle avait réussi à transmettre à Akemi les valeurs qu'il considérait si importantes. La réponse était arrivée de manière spectaculaire cet après-midi-là. « Monsieur Tanaka, » dit Akemi, sa voix petite mais claire dans le silence luxueux de la voiture, « mon grand-père disait toujours que les bonnes actions créent des vagues invisibles qui se propagent dans le monde. Je crois qu'aujourd'hui j'ai vu ces vagues nous atteindre. » Le restaurant japonais que M. Tanaka choisit était un havre d'élégance discrète au cœur de la ville. Contrairement au luxe ostentatoire de l'appartement-terrasse de Renault, ici tout respirait la tradition, le respect et l'authenticité. Le propriétaire, un homme âgé qui connaissait Tanaka depuis des décennies, les accueillit avec des révérences respectueuses et les conduisit à un salon privé décoré d'éléments traditionnels. Pendant le dîner, servi dans une vaisselle qui était de véritables œuvres d'art, M. Tanaka exposa sa proposition. Il parla de la fondation éducative de sa famille, de programmes de bourses d'études qui identifiaient des jeunes exceptionnels à travers le monde. Il expliqua qu'il souhaitait offrir à Akemi une bourse complète pour étudier dans n'importe quelle université de son choix, ainsi qu'un soutien financier pour que Lucie n'ait plus jamais à se soumettre à des situations humiliantes pour subvenir aux besoins de sa famille. « Ce n'est pas de la charité », souligna-t-il, observant attentivement les expressions de la mère et de la fille. « C'est le paiement d'une dette d'honneur que notre famille porte depuis 80. Hiroshi Laurent a sauvé mon grand-père, et aujourd'hui sa petite-fille m'a sauvé d'une escroquerie qui aurait pu détruire des années de travail. » Lucie tenta de protester, disant qu'elle ne méritait pas une telle générosité, mais M. Tanaka leva la main dans un geste doux mais ferme. « Madame Laurent, dit-il, dans ma culture, refuser un cadeau offert pour honorer les morts est considéré comme une offense grave. Permettez-moi d'honorer la mémoire de Hiroshi Laurent de la seule manière que je puisse, en prenant soin de ceux qu'il aimait. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le monde de Renaud Monnier continuait de s'effondrer en temps réel. Les nouvelles de la tentative de fraude commencèrent à fuiter dans la presse financière et les téléphones de l'entreprise ne cessaient de sonner. Les clients annulaient des contrats. Les investisseurs exigeaient des explications. Les banques commençaient à revoir les lignes de crédit. Valentina restait enfermée dans sa chambre, alternant entre des accès de fureur et des crises de larmes. La réalité qu'elle perdrait non seulement l'argent, mais aussi sa position dans la société parisienne, était plus dévastatrice que toute perte financière. Elle devrait affronter le regard réprobateur de ses amis, l'exclusion silencieuse des événements sociaux, la fin de la vie d'apparence qu'elle avait si soigneusement cultivée. Bernard, seul dans sa chambre remplie d'objets chers qui pourraient bientôt être saisis, réfléchissait pour la première fois au type de personne qu'il était devenu. La cruauté désinvolte avec laquelle il avait traité Lucie plus tôt, l'indifférence avec laquelle il avait toujours vu les employés de la maison, l'arrogance qu'il considérait comme un droit de naissance, tout semblait pathétique et vide maintenant. Le lendemain matin, les journaux affichaient l'histoire dans leurs pages économiques. Un magnate de l'immobilier, accusé de fraude internationale, titrait le gros titre. Une fillette de 12 ans révèle une machination millionnaire, complétait un article secondaire qui deviendrait viral sur les réseaux sociaux. Le récit qui émergea dans les médias fut encore plus dévastateur pour Renaud qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas seulement de fraude commerciale, il s'agissait d'arrogance, de mépris pour les moins favorisés et de la façon dont une enfant humble avait montré plus de caractère en un instant que toute une famille n'en avait montré en des décennies. M. Tanaka, fidèle à sa parole, s'assura que l'histoire parvienne aux oreilles de toutes les personnes importantes du monde financier international. En quelques jours, Renault se retrouva complètement isolé. Les contrats furent annulés, les partenariats dissous, les crédits suspendus. L'empire qu'il avait mis 30 ans à construire disparut en une semaine. Pour Akemi et Lucie, cependant, un monde entièrement nouveau s'ouvrait. La modeste maison de banlieue fut échangée contre un appartement confortable dans un meilleur quartier.
Lucie n'aurait plus besoin de travailler comme employée de maison. Monsieur Tanaka lui avait trouvé un poste administratif dans l'une des entreprises du groupe où elle serait traitée avec le respect qu'elle avait toujours mérité. Akemi, de son côté, fut inscrite dans une excellente école privée, où ses talents linguistiques et sa maturité précoce furent reconnus et cultivés. Les professeurs furent impressionnés non seulement par son intelligence, mais aussi par sa capacité à rester humble et empathique, malgré les changements spectaculaires dans sa vie. Le premier jour dans la nouvelle école, lorsqu'une camarade de classe l'interrogea sur son histoire, Akemi répondit simplement « Mon grand-père m'a appris que faire ce qui est juste est plus important que faire ce qui est facile. Parfois, ça change tout. » Une semaine après, le dîner au restaurant japonais, Monsieur Tanaka visita personnellement la tombe de Hiroshi Laurent. Il portait des fleurs traditionnelles japonaises et la même photographie jaunie qu'il avait montrée à Akemi. Il s'agenouilla devant la simple pierre tombale et parla en japonais, comme si le vieux soldat pouvait l'entendre. « Hiroshi-san, murmura-t-il, votre petite fille vous a rendu fier. La bonté que vous avez semée il y a 80 ans a magnifiquement fleuri. Je promets de prendre soin d'elle comme vous avez pris soin de mon grand-père. » Akemi, qui avait accompagné M. Tanaka au cimetière, déposa sa propre offrande sur la tombe, un origami de tsuru qu'elle avait appris à faire avec son grand-père, symbolisant la paix et la longévité. En observant la silhouette de papier onduler doucement dans la brise de l'après-midi, elle sentit une présence familière, comme si Hiroshi était là, souriant avec fierté de la fillette courageuse qu'elle était devenue. « Merci, papy », chuchota-t-elle. « J'ai compris ce que tu voulais dire sur les vagues invisibles. Elles ne s'arrêtent jamais de bouger, n'est-ce pas ?» Ce soir-là, Lucie et Akemi étaient dans leur nouveau salon, une pièce confortable mais sans ostentation, décorée avec goût et affection. Par la fenêtre, elle pouvait voir les lumières de la ville, mais maintenant ces lumières ne représentaient plus un monde lointain et inaccessible. Elles représentaient des possibilités, un avenir, de l'espoir. « Maman », dit Akemi, levant les yeux de son livre de contes japonais qu'elle lisait avant de dormir. « Tu crois que papy savait que ça allait arriver ?» Lucie sourit, passant ses doigts dans les cheveux de sa fille. « Je pense que ton grand-père savait quelque chose d'encore mieux, ma chérie. Il savait qu'il avait fondé une famille capable de faire une différence dans le monde, même si nous ne le savions pas encore. » De l'autre côté de la ville, dans l'appartement luxueux qui serait bientôt saisi, Renaud Monnier regardait par la fenêtre les mêmes lumières, mais leur signification était complètement différente. Pour lui, elles représentaient un monde qu'il avait perdu, des opportunités qu'il n'aurait plus jamais, une réputation qu'il ne pourrait jamais récupérer. La leçon la plus dure de sa vie lui avait été enseignée par une enfant de 12 ans qui avait simplement refusé de se taire face à l'injustice. Et cette leçon résonnerait pour l'éternité dans les conséquences de ses choix. 1 an s'était écoulé depuis cet après-midi d'octobre qui avait changé à jamais le destin de 2 familles. Les saisons s'étaient succédé, emportant avec elles des transformations qu'aucun des protagonistes n'aurait pu imaginer à ce moment décisif dans l'appartement-terrasse de Renaud Monnier. Akemi, maintenant âgé de 13 ans, marchait dans les couloirs du lycée Henri IV avec la posture confiante de quelqu'un qui avait découvert tôt le pouvoir qui vient de faire les bons choix. Ses cheveux avaient de poussé et tombaient maintenant librement sur ses épaules, encadrant un visage qui conservait sa sérénité caractéristique, mais qui portait aussi, désormais, une maturité qui impressionnait professeurs et camarades. Le sac à dos qu'elle portait n'était plus délavé et rapiécé. Il était neuf, de bonne qualité, mais pas ostentatoire. À l'intérieur, à côté des manuels scolaires et des cahiers bien rangés, il y avait encore de la place pour son trésor le plus précieux, le livre de contes folkloriques japonais de son grand-père Hiroshi. Certaines choses, les plus importantes, ne changent jamais. Ce mardi matin-là, Akemi avait été convoqué à une réunion spéciale dans le bureau du conseiller principal d'éducation. En arrivant, elle trouva non seulement le conseiller, mais aussi M. Tanaka qui sourit en la voyant entrer. Ils étaient devenus proches au cours de cette année, une relation qui transcendait la gratitude pour se transformer en une véritable affection familiale. « Akemi-chan », dit-il en utilisant le diminutif affectueux qu'il avait adopté, « j'ai de merveilleuses nouvelles pour toi. » Le conseiller,
un homme élégant d'âge mûr qui avait été impressionné par l'histoire de la jeune fille, ouvrit un dossier rempli de documents. « Akemi, tes résultats scolaires cette année ont été exceptionnels. Tes notes dans toutes les matières sont parmi les meilleures de ta classe. Mais ce qui nous impressionne le plus, c'est ta capacité de leadership et ta maturité éthique. » Monsieur Tanaka se pencha en avant, ses yeux brillants d'une fierté paternelle. « La fondation de ma famille suit le développement de nos boursiers avec beaucoup de soin. Nous voyons rarement quelqu'un d'aussi jeune démontrer une telle cohérence entre ses valeurs personnelles et son excellence académique. » Le conseiller continua. « C'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer qu'Akemi a été sélectionné pour participer à un programme d'échange spécial au Japon. Ce seront 6 mois d'études intensives à Tokyo, dans une école qui combine la tradition japonaise avec une éducation internationale de pointe. » Akemi sentit son cœur s'accélérer. Le Japon représentait pour elle bien plus qu'un pays lointain. C'était la patrie de son grand-père, le lieu où étaient nées les valeurs qui guidaient sa vie. La possibilité de fouler le sol que Hiroshi avait quitté des décennies auparavant, de connaître personnellement la culture qu'il aimait tant, était un cadeau au-delà de ses rêves les plus audacieux. « Il y a plus, » dit M. Tanaka, observant l'émotion croissante sur le visage de la jeune fille. « Pendant ton séjour là-bas, tu visiteras le village où ton grand-père est né. J'ai réussi à localiser quelques parents éloignés qui vivent encore dans la région et qui seraient honorés de te recevoir. » Les larmes qu'Akemi avait appris à contrôler dans les situations émotionnelles coulèrent librement. C'était comme si son grand-père jetait un pont à travers le temps et l'espace, la reliant à ses racines d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Cet après-midi-là, après l'école, Akemi courut à la maison pour annoncer la nouvelle à sa mère. L'appartement où elle vivait maintenant était un reflet parfait de la nouvelle phase de leur vie, confortable sans être luxueux, accueillant sans être ostentatoire, plein de lumière et de possibilités. Lucie était dans la cuisine en train de préparer le dîner quand elle entendit la clé tourner dans la serrure. Le travail dans l'entreprise de M. Tanaka s'était révélé non seulement une source de revenus dignes, mais aussi une opportunité de croissance personnelle. Elle avait découvert des talents administratifs qu'elle ne s'était jamais connus et était devenue une employée respectée et appréciée. « Maman !» cria Akemi, laissant tomber son sac à dos dans l'entrée et courant pour serrer Lucie dans ses bras. « Tu ne vas jamais croire ce qui s'est passé aujourd'hui. » Pendant que mère et fille discutaient avec animation des plans pour l'échange, de l'autre côté de la ville, une réalité bien différente se déroulait. Renaud Monnier ouvrit les yeux dans le minuscule studio où il vivait maintenant, après que tous ses biens eurent été saisis pour payer les dettes et les indemnités résultant du scandale. L'homme qui avait un jour commandé un empire milliardaire se réveillait chaque matin sur un simple matelas, posé sur le sol d'une pièce qui contenait à peine les quelques meubles qu'il avait réussi à sauver de la débâcle financière. Les murs écaillés et le plafond taché d'humidité étaient un rappel constant de la chute vertigineuse qu'il avait subie. Valentina était partie des mois plus tôt, incapable de supporter l'humiliation sociale et la perte de statut. Elle avait obtenu le divorce et avait déménagé en province, où elle tentait de reconstruire une semblance de vie loin des regards réprobateurs de la société parisienne. Elle avait laissé derrière elle non seulement son mari ruiné, mais aussi le fils qu'elle avait tant gâté. Bernard, maintenant âgé de 18 ans, faisait face à une réalité à laquelle il n'avait jamais été préparé. Sans l'argent de son père pour lui acheter une place dans une université privée, il avait dû étudier pour le baccalauréat et les concours d'entrée, rivalisant à armes égales avec des jeunes qui n'avaient toujours compté que sur leur propre mérite. L'expérience était transformatrice, mais pas de la manière qu'il attendait. Pour la première fois de sa vie, il devait faire de véritables efforts pour obtenir quelque chose. Il découvrit qu'il était moins intelligent qu'il ne l'avait toujours cru, mais aussi qu'il possédait une capacité de travail acharnée qui n'avait jamais été mise à l'épreuve. Ce même jour, où Akemi avait reçu la nouvelle de son échange, Bernard était assis dans une bibliothèque publique, entouré de livres de préparation au concours. C'était un environnement qu'il n'aurait jamais imaginé fréquenter 1 an plus tôt, mais qui était devenu son refuge quotidien. Une fille de son âge, visiblement de famille modeste, était à la table voisine, étudiant avec une concentration impressionnante. Lorsqu'elle fit accidentellement tomber un stylo, Bernard se pencha pour le ramasser. Leurs regards se croisèrent un instant
et elle murmura un « merci » timide avant de se replonger dans ses études. Pour la première fois de sa vie, Bernard ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Une admiration sincère pour quelqu'un qui ne possédait rien d'autre que de la détermination et de la dignité. C'était un sentiment déconcertant pour quelqu'un qui avait été élevé en croyant que seule la richesse et le statut comptaient. Pendant ce temps, Renaud passait ses journées à travailler comme vendeur dans une petite agence immobilière, gagnant des commissions minimes qui payaient à peine le loyer de son humble appartement. Ses anciens collègues du secteur l'évitaient dans la rue et son nom était devenu synonyme de malhonnêteté dans le monde des affaires. Mais le plus difficile à supporter était peut-être la solitude. Sans sa famille, sans les amis qui s'étaient révélés intéressés, sans l'identité sociale qui le définissait, Renaud se retrouva face à lui-même, pour la première fois depuis des décennies. Et ce qu'il y trouva fut un vide effrayant. Un après-midi, en marchant dans les rues du centre après une autre journée de vente frustrante, il passa devant un kiosque à journaux. Sur la couverture d'un magazine, il y avait un article sur les jeunes talents français. Et là, souriant sur la photo, se trouvait Akemi. Le titre disait « À 13 ans, une jeune prodige représente la France dans un programme éducatif international ». Renaud acheta le magazine et lut l'article en entier sur un banc de la place. L'histoire racontait comment la jeune fille avait révélé une fraude millionnaire et comment cela avait changé sa vie. Mais elle parlait aussi de ses valeurs, de son dévouement aux études, de son rêve d'utiliser l'éducation pour aider d'autres personnes. Un instant, Renaud se vit confronté à une question qui le terrifiait. S'il avait eu une fille de l'âge d'Akemi, quel genre de personne serait-elle? Aurait-elle eu le courage de faire ce qui est juste comme la jeune fille l'avait fait? Ou serait-elle simplement une autre version gâtée et superficielle de Bernard? La réponse le fit pleurer là, en public, pour la première fois depuis qu'il était enfant. Ce même soir, Akemi était dans sa chambre, organisant ses affaires pour le voyage au Japon qui aurait lieu dans quelques semaines. Sur son lit était soigneusement disposé le nouveau passeport, les vêtements choisis avec soin par Lucie, quelques cadeaux qu'elle emporterait pour les parents éloignés qu'elle rencontrerait. Et au centre de tout, comme toujours, le livre de contes folkloriques de son grand-père Hiroshi. Elle s'assit sur le lit et ouvrit le livre à une page qu'elle connaissait par cœur, une histoire sur un jeune samouraï qui devait choisir entre la richesse facile et le chemin difficile de l'honneur. Les mots semblaient sauter de la page, chargés d'une signification particulière à ce moment de sa vie. « Papy », chuchota-t-elle, touchant la page avec révérence, « je vais connaître ta terre natale. Je leur parlerai de l'homme courageux que tu étais, des valeurs que tu m'as enseignées. Je promets que je n'oublierai jamais que la seule chose que nous possédons vraiment est notre honneur. » Lucie apparut à la porte de la chambre, apportant une tasse de thé chaud. Elle s'assit à côté de sa fille et elles restèrent en silence quelques instants, mère et fille, unies par la gratitude pour tout ce qui s'était passé dans leur vie. « Akemi, » dit finalement Lucie, « parfois, je n'arrive toujours pas à croire à quel point tout a changé. Mais sais-tu ce qui me rend le plus fier ?» La jeune fille regarda sa mère avec curiosité. « Ce n'est pas la nouvelle maison, ce n'est pas... L'école privée, ce ne sont pas les opportunités que tu vas avoir, » continua Lucie, ses mots chargés d'émotion. « Ce qui me rend le plus fier, c'est que malgré tout ce qui a changé dans nos vies, tu es restée la même fille au cœur pur que ton grand-père a élevé. Le succès n'a pas changé qui tu es à l'intérieur. » Akemi serra sa mère dans ses bras, sentant une vague d'amour et de gratitude qui semblait trop grande pour tenir dans son cœur d'adolescente. 2 semaines plus tard, à l'aéroport Charles de Gaulle, M. Tanaka faisait ses adieux à Akemi avant son embarquement pour Tokyo. Il avait insisté pour l'accompagner jusqu'à la porte d'embarquement, portant la responsabilité émotionnelle d'envoyer la petite fille de l'homme qui avait sauvé son grand-père à la rencontre de ses racines ancestrales. « Souviens-toi, » dit-il en ajustant le collier avec un petit omamori, une amulette de protection japonaise qu'il lui avait offert, « tu n'y vas pas seulement en tant qu'Akemi Laurent, tu y vas aussi en tant que représentante de la bonté de Hiroshi-san, en tant qu'ambassadrice des valeurs qu'il a semées et qui ont fleuri en toi. » Le vol pour Tokyo dura 14 heures, mais pour Akemi, ce fut comme un rêve. Par le hublot de l'avion, elle observait les nuages et pensait à ce que son grand-père aurait ressenti en faisant le voyage inverse des décennies plus tôt, quittant sa terre natale pour recommencer sa vie en France.
Quand elle posa enfin le pied sur le sol japonais, Akemi ressentit une émotion indescriptible. C'était comme si elle rentrait à la maison, après une longue absence, comme si les cellules de son corps reconnaissaient génétiquement cette terre qu'elle n'avait jamais visitée. Les mois qu'elle passa au Japon furent transformateurs. Elle étudia dans une école où la discipline et le respect étaient des valeurs fondamentales, découvrit la culture ancestrale que son grand-père aimait tant et perfectionna son japonais jusqu'à atteindre une fluidité native. Mais le moment le plus spécial eut lieu lorsqu'elle visita le village où Hiroshi était né. Les parents éloignés la reçurent comme une fille qui rentrait à la maison, lui racontant des histoires sur le garçon qui était parti jeune pour combattre à la guerre et n'était jamais revenu. Ils l'emmenèrent au temple local, où se trouvait une plaque commémorative avec les noms des soldats du village qui avaient participé à la guerre. Il y était inscrit Hiroshi Yamada, le nom original de son grand-père, avant de devenir Hiroshi Laurent en France. Agenouillé devant la plaque, les larmes coulant librement sur son visage, Akemi chuchota dans un japonais parfait « Papy, j'ai réussi à arriver jusqu'ici. J'ai apporté avec moi toutes les valeurs que tu m'as enseignées. Ta bonté a traversé les océans et les générations, et elle continuera de vivre à travers moi. » Une vieille dame qui accompagnait la visite s'approcha et dit quelque chose qu'Akemi garderait pour toujours dans son cœur. « Enfant, je peux voir dans tes yeux la même lumière qui brillait dans les yeux de Hiroshi quand il était jeune. Il vit à travers toi. » Quand elle revint en France 6 mois plus tard, Akemi rapportait avec elle non seulement des connaissances et de l'expérience, mais aussi une compréhension plus profonde de qui elle était et de l'héritage qu'elle portait. Elle avait grandi non seulement en âge, mais en sagesse et en détermination. Le jour de son retour, M. Tanaka et Lucie l'attendaient à l'aéroport, impatients d'entendre toutes les histoires de son voyage. Mais ce qui les impressionna le plus fut la sérénité mature qui émanait maintenant de la jeune fille de 14 ans. Ce soir-là, à la maison, Akemi s'assit dans son fauteuil préféré, une simple mais confortable chaise bleue qu'elle avait choisie pour sa chambre, et ouvrit de nouveau le livre de son grand-père. Mais maintenant, les histoires avaient une signification encore plus profonde, car elle avait vu de ses propres yeux la culture qui les avait engendrés. Par la fenêtre, elle pouvait observer les lumières de la ville de Paris s'étendre jusqu'à l'horizon. Elle ne voyait plus seulement une métropole française. Elle voyait un monde interconnecté où les actions de chaque personne créaient des vagues qui se propageaient bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Elle pensa à Renaud Monnier, se demandant s'il avait appris quelque chose de la chute qu'il avait subie. Elle pensa à Bernard, espérant que l'adversité le transformait en une meilleure personne. Elle pensa à l'interprète qui avait avoué sa participation à la fraude, espérant qu'il avait trouvé un moyen honnête de subvenir aux besoins de sa famille. Mais elle pensa surtout à l'avenir. À 14 ans, Akemi savait déjà qu'elle voulait consacrer sa vie à utiliser l'éducation et les privilèges qu'elle avait reçus pour aider d'autres personnes. Elle rêvait de créer des programmes éducatifs qui identifieraient des enfants talentueux dans des communautés défavorisées, leur donnant les mêmes opportunités qu'elle avait reçues. « Les vagues continuent de se propager, papy, » murmura-t-elle, fermant le livre et le serrant contre sa poitrine. « Et je vais m'assurer qu'elles atteignent le plus grand nombre de personnes possible. » Lucie apparut à la porte de la chambre pour souhaiter bonne nuit à sa fille. En voyant Akemi assise là, avec le livre de son grand-père dans les bras et ce regard serein fixé sur la ville au loin, elle sentit une profonde émotion envahir son cœur. Sa fille était devenue une jeune femme extraordinaire, quelqu'un qui portait en elle la capacité de vraiment faire une différence dans le monde. « Bonne nuit, mon amour, » dit-elle doucement. « Bonne nuit, maman, » répondit Akemi en souriant, « et merci. Pour tout. » Quand elle fut seule, Akemi regarda une dernière fois par la fenêtre, observant la ville qui s'étendait à l'infini devant elle. Elle pensa à tous les enfants qui, à ce moment-là, faisaient face à des difficultés, luttant contre la pauvreté, l'injustice, le manque d'opportunités. Un jour, promit-elle silencieusement, je trouverai un moyen de les aider, comme M. Tanaka m'a aidé, comme papy a enseigné que nous devons le faire. Les vagues ne s'arrêtent jamais de bouger. Et là, dans ce fauteuil bleu entouré de livres sur les samouraïs et les valeurs ancestrales, une fillette qui avait un jour eu le courage de dire la vérité planifiait silencieusement
comment elle utiliserait sa vie pour continuer à propager des vagues de bonté dans le monde. L'histoire d'Akemi Laurent ne faisait que commencer, non pas à cause de la richesse qu'elle possédait maintenant, non pas à cause des opportunités qu'elle avait reçues, mais à cause des valeurs solides qu'elle portait dans son cœur et de la détermination inébranlable de faire une différence dans la vie des autres. Hiroshi Laurent pouvait reposer en paix. Sa petite fille avait compris la leçon la plus importante de toutes, que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais dans la capacité de garder son honneur intact et d'utiliser sa force pour protéger ceux qui en ont besoin. Et ainsi, sous les étoiles qui brillaient sur Paris, une nouvelle génération se préparait à perpétuer une tradition de bonté qui avait commencé des décennies plus tôt, sur des champs de bataille lointains, avec un soldat qui avait choisi de sauver une vie plutôt que de la prendre. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours d'Akemi et de sa famille a profondément touché votre cœur, tout comme il a touché le nôtre en le narrant. Cette histoire nous rappelle que chacun de nous possède le pouvoir de changer des destins à travers nos choix quotidiens, aussi petits qu'ils puissent paraître. Le courage d'une fillette de 12 ans nous a enseigné que la véritable force ne vient pas de la richesse ou du pouvoir, mais de l'intégrité et de la détermination à faire ce qui est juste. Si ce récit a éveillé des émotions en vous, si vous avez reconnu en Akemi l'importance de préserver les valeurs qui comptent vraiment, laissez votre j'aime ci-dessous et abonnez-vous à notre chaîne. Dans les commentaires, nous aimerions beaucoup savoir quel moment de l'histoire vous a le plus marqué. Était-ce le courage d'Akemi en révélant la fraude, la rencontre émotionnelle entre les générations, ou peut-être la transformation que nous avons vue chez tous les personnages? Chaque jour, nous vous apportons des histoires comme celle-ci, des récits qui explorent la profondeur de l'âme humaine, les dilemmes auxquels nous sommes confrontés et les choix qui nous définissent. Ce sont des récits qui nous font réfléchir à qui nous sommes et à qui nous voulons devenir. Des histoires qui nous rappellent que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours de la place pour la rédemption, la croissance et l'espoir. Rejoignez notre communauté d'auditeurs qui croient au pouvoir transformateur des belles histoires. Activez la cloche, des notifications pour ne manquer aucun épisode, et partagez avec nous vos propres réflexions sur la manière dont les vagues invisibles de la bonté se manifestent dans vos vies. Jusqu'à notre prochaine rencontre, souvenez-vous toujours, vous aussi, vous pouvez être la voix de la vérité dans vos propres histoires.